Oui, c'est bon pour toi. Très bien. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir mes 4 témoins pour cette conférence table ronde sur les solutions et témoignages pour réinventer les RH dans un secteur en mutation. Je suis Estelle Robert, je suis la fondatrice du cabinet Humanitalent et j'accompagne depuis bientôt 10 ans les ONG dans leurs enjeux RH autour de 3 axes, recrutement, conseil et formation. J'ai déposé des petits carnets sur vos chaises où vous trouverez quelques questions qui peuvent vous aider à continuer après ce temps ensemble, vos réflexions sur la transformation RH dans notre secteur. Évidemment, on parle de la crise tout le temps, depuis des mois et particulièrement dans cette journée à Soliway. Et je crois qu'à la question « cette crise est-elle passagère ?», on est unanime pour dire que non. Alors, il faut trouver des solutions. Ce matin, on a eu une conférence sur des solutions de financement innovant. Et là, cet après-midi, on va parler plutôt de restructuration et de comment gérer les RH et réinventer les RH dans ce contexte. Pour planter le décor de ce contexte, de ce fameux contexte et de ce à quoi on peut s'attendre dans les années à venir, je vous présente Michel Mayetta du IARAN, qui va du coup nous donner quelques éléments de perspective, et notamment nous présenter brièvement les principaux enseignements de l'étude The Future of Aid 2040. Merci beaucoup Estelle, toujours un plaisir de vous retrouver. Effectivement, on parle souvent, même dans les moments off, aujourd'hui à midi, de transformation, mais transformation, changement, mais vers où, vers quoi? Et la question qui est sous-jacente, c'est mais est-ce qu'on a le temps de le faire? Alors il est clair que si on raisonne simplement sur l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, non, on n'a pas le temps de faire des changements structurels. Et en général, en règle générale, les changements structurels, les transformations se font sur le temps long. Et il faut avoir donc, il faut imaginer un futur qui est lointain. Et ça, c'est assez compliqué à faire. Alors heureusement, il y a une discipline, la prospective. D'ailleurs, il y a une école française de prospective. Donc c'est quelque chose qui est aussi inhérent à notre culture francophone, qui nous permet d'explorer de manière collective des futurs possibles. Et c'est un exercice qu'on a démarré l'année passée. Donc avant, effectivement, le coup de claque de M. Trump, le coup de folie de M. Trump, et qu'on a démarré en octobre 2024, et qui a permis à plus de 900 personnes de s'exprimer sous les 4 continents, et qui sont pour la plupart, en fait, les premiers répondants. Ceux qui sont exposés en fait aux crises et qui répondent en premier avant que effectivement la machine humanitaire se met en route. Alors ce rapport, il est disponible, vous trouverez toutes les références sous votre chaise, mais il y aura aussi une présentation en France le 19 mercredi prochain, donc à Paris, à la Croix-Rouge, qui est un des sponsors de cette recherche qui a été mutualisée. Pas seulement par des acteurs du Nord, mais aussi par des acteurs qui sont sur le terrain, qui sont beaucoup moins connus et qui aujourd'hui font partie du steering committee de cette recherche. Et ça continue. On a démarré la 2e phase. La première phase, donc, c'est identifier ces futurs possibles. Alors, parce que là, on réfléchit RH, on réfléchit à une composante, la ressource, qui est fondamentale, en fait, pour notre secteur. Mais pour imaginer le métier de la solidarité de 2040, il faut quand même entrer dans un contexte. Et il faut quand même essayer d'imaginer aussi des compétences que peut-être aujourd'hui on ne voit pas ou qui sont en train d'émerger et qu'on n'arrive pas du tout à saisir parce qu'on n'est tout simplement pas habitué à les côtoyer. Et pour faire ça, on a besoin d'un contexte. Et c'est grâce à cette étude collaborative qu'aujourd'hui je peux vous présenter ces 4 futurs possibles. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous pouvez voir les 4 futurs dans leur intégralité dans le rapport.
Mais ce qui est assez frappant avec ces quatre futurs, c'est qu'on a deux dimensions essentielles dans les différentes possibilités qui s'ouvrent devant nous. La première est par rapport à disons, ce qu'on appelle le shifting power ou au jeu géopolitique au niveau mondial. Il est clair que déjà depuis quelques années, on a assisté à l'émergence de multiblocs. Sans rentrer non plus dans la théorie des cycles des empires, on assiste aujourd'hui effectivement au déclin de différents empires, et naturellement l'empire américain. Mais ce déclin va être lent. Et il va être lent, ça va être pénible, mais malheureusement, c'est une dynamique déclenchée qui ne va pas changer. Et en 2040, les États-Unis seront encore en déclin. En attendant, des nouvelles puissances au niveau géopolitique vont émerger. On a une logique régionalisée de blocs qui émergeront. Mais ce qui peut se passer encore d'ici 2040, c'est effectivement le rôle de la Chine. La Chine, en fait, qui émerge déjà comme une puissance politique dans les années 90 et qui va s'affirmer qu'aujourd'hui est un empire autoritaire, c'est clair, mais technocratiquement puissant qui peut émerger comme un deuxième bloc. Ça fait partie en fait des scénarios que vous voyez dans le bas, ce qu'on appelle empire et conflit. Donc ils se divisent en deux zones, ces scénarios. Une zone supérieure dans laquelle on a un monde en multibloc, donc avec différentes logiques régionales. Le multilatéralisme, en fait, il est sous pression et sous crise, et il n'existe presque plus dans ces scénarios du haut. Et dans les scénarios du bas, en fait, on a ou un multilatéralisme qui continue à exister comme un simulacre, mais de toute façon, un monde dichotomique qui est très différent de celui-là qu'on a connu dans les années 80 du siècle passé, parce que c'est un monde dans lequel ces deux puissances sont tellement fortes et sont tellement présentes qu'il n'existe pas la possibilité pour les États de ne pas s'aligner. Donc on ne connaîtra pas la réalité d'un État non aligné. Il y aura un monde divisé par deux et qui peut être, selon des deux scénarios, complètement hermétique l'un avec l'autre ou complètement en conflit, et c'est le pire des scénarios, c'est le quatrième scénario. L'autre logique de ce futur, c'est autour de la structure de l'aide. Une structure de l'aide qu'aujourd'hui est mise sous pression, mais qui est déjà en fait est en perte de voilure depuis déjà des années. En fait, le multilatéralisme qui naît à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui inspire même l'humanitaire des années 70 et 80 du siècle passé, qui ont porté à la professionnalisation du secteur, est en déclin, mais est en déclin déjà depuis les années 90. Et le système qui le supporte, donc le système des Nations Unies, est dans l'impasse la plus complète. On a donc deux possibilités aussi de ce côté-là. Un monde où existera encore des formes globales de coopération, qui peut être aussi supporté par des formes de multilatéralisme, ou un monde un peu plus darwinien, où on n'a plus de formes de coopération internationale, mais plutôt des réalités régionales, certaines réalités régionales qui émergeront comme des vraies structures de coopération et de coordination de l'aide humanitaire. On pense au sud-est asiatique, on pense effectivement à l'Amérique latine ou même à l'Afrique subsaharienne. Ils peuvent absolument émerger comme des systèmes de coordination. Or, dans ces futurs-là, l'ONG classique, elle continue à exister de manière performante, je dirais, continue à créer la valeur seulement dans le premier scénario. C'est le scénario qu'on appelle Aid of Many Paths. C'est le scénario dans lequel, effectivement, l'ONG internationale a été capable, donc à condition, sous réserve, qu'elle a été capable de changer sa chaîne de valeur. Elle est devenue une vraie intermédiaire et les rôles, en fait, des first responders est rempli par les acteurs locaux. Les acteurs locaux, dans les 4 scénarios, même dans le pire des scénarios, sont les seuls à véritablement sauver des vies. Et c'est ça, en fait, ce qui ressort de manière assez puissante dans ces 4 futurs possibles et qui nous ramène aussi à la question existentielle. Aujourd'hui, qui se pose certaines ONG, mais donc, qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais tout dépend, je dirais, de notre capacité de se transformer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a devant nous 15 ans pour le faire. Et que ces scénarios, en fait, peuvent devenir réels seulement dans 15 ans. Et en 15 ans, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer votre chaîne de valeur. Et si vous avez une idée claire de votre chaîne de valeur, de ce qu'on appelle en anglais le value proposition, vous pouvez aussi changer vos modèles économiques. On en a parlé ce matin, je ne vais pas me focaliser là-dessus. Même si je sais que c'est une question pressante, celle des modèles économiques. Mais sachez aussi, vous ne pouvez pas vous plonger sur un modèle économique
de votre structure si vous n'avez pas bien en tête, en clair, quelle peut être la chaîne de valeur, votre value proposition en 2040. Alors en 2040, ça c'est des hypothèses que je vous montre, sont des composantes clés d'une chaîne de valeur potentielle. Et quand on parle de composantes clés d'une chaîne de valeur potentielle, on parle de compétences. Et quand on parle aussi de compétences, on parle aussi de métier. Alors ça, c'est des hypothèses qu'on est actuellement en train de tester avec les acteurs locaux, et on va le tester aussi avec les acteurs intermédiaires et avec ce qu'on a défini dans notre rapport, les enablers. On va les tester pendant la phase numéro 2. Je reviens juste, effectivement, dans un de ces workshops qu'on a mené en Ukraine. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, eux, ils ont pointé comme compétences clés à horizon 2040 par rapport au futur qu'on a partagé avec eux, le business intelligence, le partnership brokering et aussi, par exemple, le contextual intelligence, le foresight, capacité anticipatrice, comme des compétences clés qui leur permettront de survivre et amener des valeurs et donc sauver des vies à horizon 2040. Mais il y en a encore d'autres. Il y en a certaines qui continuent à persister, comme le programme design. Ça, c'est un corps de métier que vous connaissez très bien. Mais il y en a certaines qui sont légèrement beaucoup plus modifiées. Quand on parle, par exemple, de resource mobilization, on ne parle pas seulement du fundraising, mais on parle véritablement de la capacité de définir, de faire de l'ingénierie de business. On parle de charity business, on parle de social business. On est vraiment là-dessus, sur cette valeur clé, sous une nouvelle façon d'envisager le modèle économique. Ces valeurs, en fait, vont être testées au fur et à mesure avec différents acteurs locaux. Mais ce qui est fondamental, et ça c'est un biais qu'on a décidé avec le Steering Committee d'introduire dans notre étude, c'est que les intermédiaires, les acteurs intermédiaires, donc les ONG classiques, les agences des Nations Unies, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ne devront pas construire leur propre value proposition sans considérer le value proposition des acteurs locaux. Et qu'en fait, ils ne pourront pas se poser en compétition avec le value proposition des acteurs locaux parce qu'à horizon 2040, ça n'a aucun sens. Et pour continuer à exister comme le prévoit le scénario 1, en fait, il est absolument essentiel que, par exemple, les acteurs intermédiaires ou les ONG qu'on connaît aujourd'hui embrassent le principe de subsidiarité en général. Voilà un peu notre contexte et un peu les cœurs de compétences qu'on a commencé à explorer. Et je pense que ça peut donner début de débat. Merci beaucoup, Michel, pour cette mise en perspective. On ne va pas se mentir, pas particulièrement réjouissante. Et en même temps, c'est 4 futurs possibles qui nous apparaissent comme l'avenir. Et donc la question, c'est, puisque nous, les ONG traditionnelles, on va dire, du Nord, ne pourront plus intervenir tel qu'on le fait depuis des dizaines d'années, alors qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire ? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'un véritable changement de paradigme. Et moi, je voudrais vous proposer 3 axes. 3 mouvements profonds qui, selon moi, vont transformer les ONG du Nord. Donc la mutualisation, on en a déjà un peu parlé ce matin. Là, on va parler de mutualisation RH, la décentralisation et l'externalisation. Alors, mutualiser pour gagner en efficience, on sait... Vous connaissez certainement tous Hulot, donc la coopérative logistique humanitaire. Donc la mutualisation sur l'aspect logistique, elle se fait assez naturellement, entre guillemets assez facilement. En tout cas, il est plus facile de partager des bureaux ou un véhicule que de partager des ressources humaines. Pourtant, il serait aussi possible d'imaginer un service paye qui soit partagé pour plusieurs ONG. Parce que quand on fait de la paye pour 300 staff, on peut aussi en faire pour 500. Donc pourquoi pas. Et pour continuer sur la mutualisation, on pourrait aussi imaginer partager non seulement des services, mais aussi des employés. On a parfois besoin d'un expert juridique
J'ai parlé avec certains d'un expert en assurance, on a parlé aussi d'experts en RPS. Ce n'est pas forcément des postes dont on a besoin à temps plein. Du coup, trouver une ressource d'un expert qui viendrait à temps partiel, c'est extrêmement compliqué. Et donc, je suis ravie de vous présenter Jean-Marc Rédé de Alpege, qui va nous parler justement d'une solution qui permet de mutualiser des ressources humaines, qui est le groupement d'employeurs. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Marc Rédé, donc je suis directeur d'Alpege Génit, donc c'est un groupement d'employeurs basé sur la Haute-Savoie, avec son siège à Cluses et une antenne sur le bassin annécien. Donc le groupement d'employeurs, c'est une loi de 85, donc vous voyez, ça fait 40 ans, donc même si on en parle au niveau des entreprises ou des candidats que l'on recrute, on a l'impression que ça reste encore innovant, parce que c'est encore peu ou pas connu de beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs. Donc le groupement, c'est un statut associatif, donc qui a été groupement d'employeurs, c'est une structure qui est créée par et pour les entreprises, qui permettent effectivement à des entreprises, des associations ou des collectivités locales de se regrouper pour se partager du personnel, ce qu'elles ne pourraient pas faire de façon totalement indépendante. Donc la structure, c'est une loi associative et notre métier, c'est de construire de l'emploi durable sur un temps plein ou ça peut être aussi un temps partiel choisi pour nos futurs salariés à partir de bouts d'emploi qu'on a identifiés dans des entreprises. Au niveau de notre structure, nous on travaille sur les fonctions support, donc ça peut être des fonctions support classiques qu'on peut retrouver dans la plupart des structures, comme des RH, des comptables, des commerciales, des chargés de communication. Mais ça peut être aussi des métiers un peu émergents, comme une chargée de mission RSE, dont on commence à entendre parler, mais pour lesquels les entreprises ne voient pas l'intérêt de prendre quelqu'un à temps plein. La finalité d'un groupement d'employeurs, c'est de répondre à plusieurs objets. Le premier, c'est d'avoir effectivement une expertise plutôt à temps partiel, qui ne justifie pas un plein temps. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est d'avoir des compétences ou des expertises effectivement dédiées à leur entreprise. Et puis la troisième, ça peut être aussi répondre à des besoins de saisonnalité. Voilà. Donc voilà un peu l'objet de ces trois structures. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne ? Alors, donc, le groupement d'employeurs, donc, comme on parle d'association, les entreprises adhèrent à notre groupement d'employeurs et c'est le groupement d'employeurs qui porte le contrat de travail. Ce qui veut dire qu'on peut avoir, nous, dans l'extrême, une salariée qui va être en CDI chez nous, qui va travailler 5 jours dans 5 entreprises différentes. Donc, on a un seul contrat de travail, elle a une seule paye et nous, on signe une convention de mise à disposition du personnel avec les entreprises. Donc, dans notre modèle, les entreprises généralement s'engagent sur une année, donc parce que généralement c'est une fonction qu'elles veulent créer ou renforcer un service mais à temps partiel. Et donc souvent ça a vocation à se pérenniser dans le temps, cette fonction support. Donc elle s'engage sur une année et au bout de l'année, l'entreprise peut très bien dire je vais réduire le temps ou au contraire je vais augmenter le temps ou au contraire j'en ai plus besoin. Et c'est à nous, en tant que groupement d'employeurs, de trouver une autre entreprise pour continuer la mise à disposition. Puisqu'effectivement, on relève du droit du travail et on n'est pas une agence d'intérim, puisqu'effectivement, nos contrats de travail, ce sont essentiellement des CDI. Alors, quels sont les avantages de ce groupement d'employeurs, tant du côté organisation utilisatrice que du côté salarié ? Alors, côté entreprise utilisatrice, donc qui sont nos adhérents, c'est de pouvoir bénéficier d'une fonction comme une grosse entreprise, mais au juste temps. Donc, ce qui n'est pas toujours évident, généralement, quand on crée une fonction, de pouvoir identifier le contenu, voire le temps imparti. Généralement, nos salariés, ils interviennent de façon hebdomadaire dans une entreprise, donc à raison d'une journée, voire une journée tous les 15 jours. Au-delà, après, on est plus sur une approche consultant. Et ce n'est pas l'intérêt que recherchent les entreprises. Eux, ils cherchent des gens qui soient opérationnels, qui accompagnent les entreprises, qui mettent en mouvement la structure. Donc, elles recherchent vraiment des compétences ou des expertises, mais sur une durée bien déterminée.
L'autre intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir assurer via le groupement la fidélisation des salariés, puisqu'effectivement, les entreprises seules, pour répondre à un besoin d'une journée par semaine, elles auraient peut-être du mal à trouver la personne, voire à la sécuriser sur le temps. Là, c'est le groupement d'employeurs qui sécurise l'emploi de notre salarié, puisqu'effectivement, elle va être sur un CDI. Donc, je dirais, elle est tranquille à ce niveau-là. L'autre intérêt pour l'entreprise, c'est de pouvoir bénéficier de compétences et d'expertise que notre salarié a pu acquérir dans une vie professionnelle antérieure, mais surtout dans l'expérience qu'elle va acquérir, qu'elle peut transmettre à telle ou telle entreprise. En disant, par exemple, dans cette entreprise-là, j'ai mis en place cet outil-là, on pourrait très bien le mettre dans votre entreprise. Voilà, donc ça peut être aussi un intérêt. Et puis le dernier intérêt, c'est une gestion simple et mutualisée, puisque nous, on facture de la mise à disposition de personnel, donc il n'y a pas d'aspect juridique. Donc ça permet effectivement à l'entreprise qui n'a pas beaucoup de lisibilité de pouvoir, effectivement, si un jour elle veut arrêter, elle peut arrêter simplement sans avoir à se séparer juridiquement de la personne. Côté salarié, souvent, quand on vient, nous on cherche les mêmes compétences qu'une entreprise, les compétences fonction support classiques, sauf que ce qu'on peut proposer à nos salariés, c'est de travailler dans plusieurs entreprises différentes, de tailles différentes, avec des organisations différentes, et ça peut être un intérêt certain pour nos salariés, d'avoir un CDI et d'arriver à un temps partiel ou à un temps plein. Un temps partiel choisi, pourquoi j'ai choisi ? Parce qu'on a dans nos salariés des gens qui sont à côté de notre groupement d'employeurs qui sont aussi à leur compte, en tant que consultants, en tant qu'indépendants, sous différents statuts, et qui ont choisi de travailler dans le groupement pour sécuriser un emploi, une paye chaque mois, et qui permettent effectivement d'ajuster leur activité en fonction de leur charge de travail. Donc là, notre salarié, il a un employeur unique, mais peut travailler dans plusieurs entreprises. Donc là aussi, quand on a des personnes soit très jeunes qui sortent de la formation initiale, soit plus qualifiées, l'intérêt c'est de pouvoir s'enrichir professionnellement des différentes expériences qu'elle va acquérir dans des environnements différents. Et puis le dernier intérêt, je l'ai dit, c'est la possibilité d'aménager son temps de travail, puisque il y a des personnes qui ont des contraintes personnelles aussi et qui souhaitent effectivement avoir un temps de travail bien réglementé, puisque chez nous sommes à 35 heures. Et tu me disais aussi en préparation de cette conférence, vous avez constaté qu'il y avait une baisse du turnover par rapport au secteur, aux entreprises, on va dire, classiques. Mm-hmm. Oui, souvent nos salariés, effectivement, quand on les recrute, donc on met en avant l'attractivité du temps partagé. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, on leur sécurise un emploi dans le temps, et que généralement, comme les entreprises effectivement créent une fonction support, cette fonction-là, ça se construit dans la durée. Donc on peut avoir des salariés qui partent aussi, donc soit qui peuvent être aussi embauchés en direct par l'entreprise, donc ça peut aussi arriver, mais comme on est dans un cadre associatif où il y a une transparence totale dans le partage, je dirais que ça se fait de façon très concertée pour ne pas pénaliser ni l'entreprise ni notre salarié. Et puis on a aussi des salariés qui souhaitent vraiment rester dans le temps partagé, parce qu'on a eu des essais de salariés qui ont été embauchés en direct, mais ils ont vu que la relation de travail n'était plus la même quand ils étaient salariés de l'entreprise. Donc ils ont aussi cette liberté de pouvoir dire, parce que là j'ai parlé du côté employeur, où l'employeur pourrait très bien arrêter la mise à disposition, mais on a nos propres salariés qui peuvent aussi décider d'un moment donné de dire je ne vais plus travailler dans cette entreprise-là parce que je ne m'y retrouve pas en termes de travail, parce que je ne m'y retrouve pas en termes de valeurs, en termes de relations. Voilà. Et c'est à nous effectivement de sortir ce salarié de cette entreprise. Merci beaucoup Jean-Marc. On voit vraiment que la mutualisation des salariés, alors oui c'est compliqué, mais en fait il y a un outil qui existe depuis très longtemps en fait, très peu connu dans notre secteur, voire carrément inconnu, et pour cause, il n'y a pas de groupement d'employeurs spécialistes de la solidarité internationale. Donc effectivement, aujourd'hui, si une organisation, une ONG aujourd'hui veut mutualiser, alors elle peut adhérer à un groupement d'employeurs qui ne serait pas spécialiste de la solidarité internationale.
C'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que dans notre secteur, on aime bien être entre soi, et être sûr qu'on partage les mêmes valeurs, etc. Donc voilà, peut-être que ça pourrait être une piste. En tout cas, la mutualisation, hormis l'aspect financier très clair, très facile à voir, elle apporte aussi d'autres atouts, hein, on en a bien parlé. Donc voilà, une piste à explorer. Pour le moment, on va continuer avec la décentralisation. Décentraliser pour redonner du pouvoir au terrain. Michel le disait tout à l'heure, les first responders, c'est uniquement les acteurs de terrain. On parle de la relocalisation de l'aide depuis à peu près 1000 ans. Et peut-être qu'une première étape, ce serait déjà de redistribuer les rôles entre siège et terrain. Peut-être accepter de partager un peu le pouvoir. C'est un enjeu majeur un enjeu majeur dans notre secteur. Repenser les équilibres entre siège et terrain. Pour une question d'efficacité, mais aussi pour une question philosophique, politique presque. Et donc pour en parler, je suis ravie d'accueillir Thomas Dietrich, chargé recrutement et parcours chez Solidarité Internationale, qui va nous présenter leur expérience de recrutement par subsidiarité. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, le recrutement par subsidiarité, et pourquoi vous avez choisi de tester cette nouvelle méthode? Merci Estelle et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là, de pouvoir participer à ce débat. Alors là, j'ai été invité pour parler de la subsidiarité, des recrutements en subsidiarité. Dans la présentation, on parle de décentralisation, donc je vais faire un petit point de vocabulaire. C'est vrai que nous, chez Solidarité, on parle plutôt de recrutement en subsidiarité. Ça veut dire la même chose, de mots différents, mais pour la même idée. Alors, déjà sur la subsidiarité, c'est quoi? C'est quand la mission terrain recrute directement certains expatriés, staff expatriés, alors que jusqu'à assez récemment, c'était le siège qui le faisait, c'était la responsabilité du siège. Ça, c'est quelque chose d'historique parce que les ONG françaises ont été historiquement très centralisées, c'est comme ça qu'elles se sont formées, qu'elles se sont construites. Et donc nous, on a enclenché cette décentralisation petit à petit, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je précise tout de suite que pour l'instant, on ne fait que des recrutements de subsidiarité pour les postes expatriés C2, c'est-à-dire des postes managers. Donc ça va être des postes de log manager, de admin manager, responsable programme, coordinateur terrain adjoint au programme sur les bases. En coordination, ça va être les grants managers, les RCO et tout ce qui est log assist. Donc les postes C1, C2. On n'est pas encore allé sur les recrutements de subsidiarité sur les postes C3, c'est-à-dire tous les postes coordinateurs programme, directeur PI adjoint au programme, les coordinateurs terrain. On pourra en parler plus tard pour voir si et quand est-ce qu'on pourrait aller vers cette subsidiarité-là, mais on n'y est pas encore. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail pour expliquer un peu toutes les étapes du coup, de ce qu'est la subsidiarité et qui intervient à quelle étape. En gros, pour résumer, c'est la mission terrain et notamment le coordinateur RH qui va mener quasiment de A à Z le recrutement de l'expatrié. Ce qui est tout à fait nouveau. Jusqu'à 2023, tout était géré au niveau du siège. Donc la demande de recrutement, évidemment, elle se fait au niveau du siège. Bon, ça, c'était le cas aussi avant. La demande vient forcément du terrain. Mais après, pour la publication, maintenant, c'est quelque chose qui se fait au niveau des missions. C'est le coordinateur RH qui est en charge des publications, alors qu'avant, c'était quelqu'un au siège qui le faisait. Je précise qu'on utilise un logiciel qui s'appelle TalentLink qui nous permet de faire les publications, mais qui nous permet de faire bien d'autres choses. C'est vraiment le logiciel clé pour les recrutements. C'est là où on va recevoir les candidatures, les CV, c'est là où on va les trier, les présélectionner, et on peut suivre aussi l'évolution des candidats. Donc je vais parler plusieurs fois de cet outil de TalentLink.
Donc la publication est faite sur le terrain, l'équipe RH terrain va recevoir les CV, va les trier, faire des long lists, des short lists, ils vont les proposer après aux recruteurs. Alors le recruteur chez nous, enfin dans ce process-là, c'est vraiment le manager de la personne qui va être recrutée. Et lui aussi, il a un rôle clé dans cette subsidiarité. Et du coup, il va y avoir toute la partie de validation des tests. Les tests sont aussi validés au niveau du terrain, alors que jusqu'à présent, c'était un expert du siège qui le faisait. Maintenant, c'est géré au niveau du terrain. C'est les coordinateurs techniques qui le font. Les entretiens RH, entretiens techniques se font une fois, également au niveau du terrain, par le coordinateur RH, le recruteur. La sélection se fait par le recruteur qui a le dernier mot, puisque c'est la personne qui va manager le staff en question. Et toute la partie également de prise de référence, de criblage aussi est fait au terrain. Donc vous voyez, vraiment une très grosse partie du recrutement. Et une fois que la mission a fait tout ça, elle envoie tous les éléments au CRP, c'est à mon poste, chargé de recrutement et parcours, pour nous demander de faire l'offre de poste. Donc l'offre de poste est faite par le siège. Pourquoi ? Déjà parce que le contrat, lui, il est émis et il est signé par le siège. Donc il faut quand même que le siège s'assure que tout soit conforme. Et on est toujours dans une phase aussi de transition. On a lancé ça assez récemment, donc il est nécessaire que le siège aussi soit un petit peu en contrôle sur ça. Voilà un peu les grandes étapes de ce qu'est la subsidiarité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait pour le mettre en place ? Oups. Alors, déjà, je veux juste aussi expliquer un peu les raisons. Il y en a deux principales. Déjà, il y a donner plus d'autonomie aux missions. Ça, c'était vraiment un souhait qui était émis par les missions depuis des années. Donner plus d'autonomie, c'est un des grands axes de la stratégie de solidarité à 5 ans. Enfin, dans le plan à 5 ans, c'est vraiment un des grands axes. Ça implique beaucoup d'autres thématiques. Ça va au-delà de l'RH, ça va de la gestion de la sécurité, gestion financière, tout ce qui est programmatique. Mais dans les RH, il y avait aussi cette volonté d'avoir plus d'autonomie. Et la subsidiarité s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. C'est vraiment une demande, ça fait longtemps qu'on l'entend. Moi, j'ai été, avant d'occuper ce poste, j'étais coordinateur terrain aussi pour Solidarité. Sur des bases, et c'est vrai que des fois on demandait un recrutement, on n'entendait pas parler pendant un mois, et puis d'un seul coup on nous envoyait un expat, on découvrait l'expat sur le moment, et alors des fois ça se passait très bien, mais il y a eu des fois où ça matchait pas, et on se disait si j'avais pu participer de près ou de loin à un moment donné dans le process de recrutement, peut-être que j'aurais pu sélectionner un autre candidat, et on aurait pu gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de l'argent. Donc voilà, ça c'est le côté autonomie des missions qui s'est accéléré avec la crise USA de cette année. On l'avait lancé avant, mais la crise de cette année vient conforter ce choix stratégique. Et bien sûr, il y a la raison budgétaire, financière aussi qui est là. Le poids des coûts RH est important. Ça faisait longtemps qu'on le sait et qu'on essaye de traiter ce sujet-là. Encore une fois, avec la crise de 2025, c'est quelque chose qu'on doit accélérer. Et on a accéléré notre déploiement subsidiarité au cours de l'année, vu ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, il va y avoir des coûts, une augmentation des coûts sur les RH au terrain, mais on part du principe qu'ils seront moindres que ceux du siège. Et alors, sur le comment, on a lancé un projet pilote de recrutement subsidiarité à l'été 2023. C'est 3 missions qui étaient concernées, à savoir le Burkina Faso, la Syrie et la mission Myanmar. On a choisi ces pays-là parce que c'était des pays, des missions où le setup RH était assez, on va dire, structuré, avec un co-RH, une équipe, qui avait des compétences, et aussi il y avait un flux important de recrutement de postes C2 expatriés. Et on l'a généralisé. Alors pendant la phase pilote, on a beaucoup adapté la procédure, on a beaucoup échangé avec les missions pilotes, et fait beaucoup de va-et-vient, et on a acté qu'on a généralisé le déploiement à la fin de l'année 2024. On a commencé donc depuis un an vraiment à généraliser. Et l'objectif, c'est que toutes les missions
puisse mettre en place la subsidiarité d'ici le 31 décembre 2025, ce qui va être le cas. Donc l'objectif est atteint. Et avec le recul de ce test, quels sont les avantages, les inconvénients? Quelle analyse est-ce que vous faites? Alors déjà, je précise que du recul, on n'en a pas forcément beaucoup parce qu'on l'a mis en place il y a un an et c'est vraiment progressif. Et là, il y a des missions qui ont tout juste... voilà, on est encore en train de former des gens. Donc, on peut faire un bilan, mais le recul, on ne l'a pas beaucoup. Mais le bilan, pour l'instant, il est vraiment positif. Il est même très positif. C'est du ressenti. Mais j'ai eu beaucoup de retours de managers et de missions sur le fait qu'ils sont contents de pouvoir être impliqués dans le choix, que ça fait vraiment sens, que d'un point de vue qualitatif, ils le sentent. Et on peut facilement l'imaginer. Un manager, tout de suite, en parlant au candidat, il va voir si le candidat peut s'adapter au contexte, si les enjeux, s'il comprend bien les enjeux du moment. Aussi, d'un point de vue personnalité, il va voir si ça match ou pas. Donc, ça fait vraiment sens et tout le monde est très content là-dessus. Moi, je suis allé déployer la subsidiarité en Ukraine en toute fin d'année dernière et c'était vraiment les retours très très positifs de tout le monde qui était très content, malgré la charge de travail que ça représente pour la mission, et je vais en venir parce que c'est un point d'attention. Voilà, déjà les co-RH sont des staffs qui sont très 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 sollicités chez Solidarité, et en plus on leur rajoutait ça, donc on avait un peu peur, mais au contraire, ils étaient, voilà, c'est un changement qui a été bien accueilli, malgré l'augmentation du volume de travail, donc c'est dire que c'était quand même assez attendu. Sur les défis et les points d'attention, je reviens juste sur les avantages. Budgétairement, vraiment, on ne peut pas avoir vraiment le recul parce que les setups, de toute façon, n'ont pas été dans toutes les missions adaptées. Donc, c'est difficile de faire un bilan. Il sera forcément positif, mais on ne peut pas le chiffrer pour l'instant, mais on n'a pas de doute sur le fait que budgétairement, ça va être à notre avantage. Et sur les défis, du coup, les points d'attention, il y en a un certain nombre, mais ils viennent pas nuancer le sentiment de réussite de cette mise en place. Déjà sur le setup RH, toutes les missions n'ont pas adapté leur setup de leur équipe RH pour accueillir cette augmentation du volume de travail qui peut quand même être important, hein. Il faut publier, il faut aller faire du screening de CV, il faut aller contacter des candidats, faire des entretiens, faire des prises de ref. C'est pas rien comme travail. Donc voilà, là c'est vraiment, ça varie de mission en mission. Le turnover important des équipes RH, ça c'est quelque chose qu'on connaît tous. Il y a beaucoup de turnover parmi les expatriés, donc à chaque fois qu'il y a un co-RH qui s'en va, s'il est expatrié ou national d'ailleurs, il faut recommencer un petit peu cette formation, sensibilisation à la subsidiarité, surtout que tous les co-RH n'ont pas pour habitude de recruter des expatriés. Si c'est des co-RH expatriés, ils le savent un peu, mais pas forcément tous, parce qu'on ne le faisait pas avant, enfin en tout cas ceux qui ont travaillé dans les ONG françaises, et les co-RH nationaux, eux, vraiment c'est quelque chose d'assez inconnu, donc il faut vraiment les accompagner. Il faut utiliser un logiciel qui est basique, mais avec lequel il faut faire attention parce qu'on peut facilement se perdre. Donc voilà, il faut accompagner cette équipe, c'est un défi. La sempiternelle résistance au changement, ça on connaît tous, toutes les organisations, tous les projets, donc ça c'est de l'accompagnement, de la sensibilisation. Voilà, il y a un peu un flou aussi sur certains, encore des ajustements sur des responsabilités qui publient, voilà, c'est des choses aussi, on est en train de travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. On voit bien que la décentralisation ou les recrutements par subsidiarité, au-delà de la question des rôles et responsabilités, elle pose surtout la question de la confiance, du partage de pouvoir et de lâcher un petit peu de contrôle. Pour continuer et terminer sur ces 3 mouvements, donc on va parler d'externalisation, donc externaliser pour mieux se concentrer sur l'essentiel. On en a parlé ce matin et Michel en a reparlé en introduction, la nécessité de repenser la chaîne de valeur,
se concentrer du coup sur les activités qui créent le plus de valeur pour une organisation et reconnaître que peut-être certaines fonctions peuvent être réalisées en dehors de l'organisation, notamment des fonctions de support comme la comptabilité, le recrutement ou la paye. Alors, externaliser, c'est au-delà des aspects financiers, c'est faire un choix stratégique de garder en interne ce qui relève du pilotage, de la stratégie, de la culture, de la relation, et de confier à des partenaires externes ce qui relève plutôt de l'expertise technique, administrative, ou très concrète et opérationnelle. Et donc, pour parler d'externalisation, je suis ravie d'accueillir Jean-Paul, et on va parler d'externalisation de la paye, ou plutôt de la non-réinternalisation de la paye. Tout à fait. Merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi aussi d'être là à Soliway pour la première fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, peut-être déjà pour poser le cadre, un petit peu présenter l'organisation, l'ONG pour laquelle je travaille. Soltis, qui est une ONG de santé mondiale. Donc on intervient dans les pays d'Afrique de l'Ouest principalement. On met en œuvre des projets de santé. On travaille en partenariat beaucoup avec des associations locales, des partenaires locaux. Voilà. Et donc nous sommes une ONG de taille moyenne, on va dire, dans le monde des ONG. On est 140 personnes qui travaillent pour l'ONG au siège et sur le terrain, personnel national et expatrié. Alors nous, on s'est posé la question effectivement de l'internalisation ou l'externalisation de la paye. Alors, on s'est posé la question par un autre biais en fait, par le biais d'un changement, d'un questionnement sur notre système d'information et d'un changement de notre SIRH et aussi en fait le système d'information aussi financier et comptable, puisque notre direction, notre DAF aussi a été associée à ce travail. Alors, notre service, nous le service RH, c'est 3 personnes, donc c'est vrai que c'est un petit service, 2 personnes au siège et une personne qui est en flying, qui est un cordeau RH volant, qui fait de l'accompagnement, de la formation, du renforcement de capacité. Et donc on est obligé, forcément avec des ressources et des moyens parfois limités, donc on est obligé d'évaluer, de sous-peser chaque dépense et chaque décision. Donc, on a la paye chez nous, elle est externalisée depuis la création de l'ONG, donc il y a une vingtaine d'années. Alors forcément, c'est une solution de facilité. La paye, c'est quelque chose de très technique, qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Et une veille aussi, une veille juridique permanente, si on veut se conformer quand même à tout le cadre légal et réglementaire. Et là, je parle de la France, mais je parle aussi dans les pays où on intervient, puisqu'on fait évidemment la paye est faite localement dans chaque pays. Donc on s'est posé la question en fait cette année. On a lancé un petit peu un projet en milieu d'année. Je suis arrivé en début d'année dans l'organisation. Donc en milieu d'année, on s'est posé la question et on a initié un travail avec un consultant en fait qui nous a accompagnés et à se poser la question donc est-ce qu'on continue à externaliser ou est-ce qu'on internalise la paie. Moi je vous dis franchement, je n'étais sûr de rien. J'étais même assez partant, assez motivé pour internaliser la paye, ramener la paye chez nous. Je trouve que ça peut être intéressant parce qu'il y a un sentiment de perte de contrôle finalement quand on ne maîtrise pas toutes les choses, quand on met entre les mains de consultants externes, de prestataires externes
certains dossiers, certains aspects stratégiques. Voilà, on a un sentiment de ne pas, de perdre la main et de ne pas contrôler. Alors, vous me direz, avec 2 personnes, c'est compliqué. Hein, ça veut dire, parce que faire la paye, ça demande aussi du temps. En l'externalisant, pour nous, c'est une journée et demie par mois de travail, jusqu'à 2 jours de temps plein. Donc voilà, et puis quand il y a du turnover aussi, il faut former les équipes, hein, forcément, donc ça prend du temps à acquérir ces compétences. Donc voilà, donc on a évalué un petit peu nos besoins, on a voulu aussi tester nos outils système informatique actuels qui étaient assez limités, et voir où est-ce qu'on pouvait aller, si on pouvait améliorer un peu tout ça et avoir quelque chose d'un peu plus performant. Et puis il y a le dernier point aussi qui est évidemment toute la partie redevabilité bailleur, puisqu'on est financé comme toutes les organisations pratiquement par des bailleurs de fonds à qui on doit rendre des comptes. Et derrière, ça veut dire aussi des audits, et qui dit audit dit aussi beaucoup de paperasse, beaucoup de documentation, beaucoup de contrôle. Voilà un petit peu. Donc il y a eu cet accompagnement à partir du milieu d'année qui a duré 3-4 mois, qui a été vraiment intéressant parce que il y a eu une démarche vraiment participative et collaborative avec toute l'équipe. Donc on a, via des ateliers, des groupes de travail, on a voulu vraiment ouvrir vraiment tout le champ des possibilités de ce qu'on pouvait faire. Donc ça veut dire bien recueillir l'ensemble des besoins et des difficultés qu'il pouvait y avoir, et pas seulement au siège, bien sûr, de l'organisation, mais aussi avec les équipes sur les programmes et sur le terrain. Très important aussi de créer une dynamique pour impliquer toutes les équipes. Alors c'est compliqué parce qu'on est vraiment on est tous dans notre bulle, dans notre quotidien, dans les dossiers plus prioritaires les uns que les autres. Donc quand on lance comme ça un travail de fond sur une thématique qui peut paraître aussi parfois un peu technique et complexe, donc c'est parfois difficile quand même d'arriver à impliquer tout le monde, à créer une vraie dynamique. Mais voilà, ça a été le travail aussi du consultant qui nous a accompagnés. On a eu la chance d'être très bien accompagnés. Quelqu'un qui connaissait vraiment très bien son travail, qui connaissait bien le monde de la solidarité internationale aussi et des ONG. Et voilà, et à travers des groupes de travail, des ateliers, voilà, qui a permis vraiment que chaque personne puisse s'exprimer à son niveau, à son poste et dans son domaine, et à tous les niveaux, et pas seulement à des niveaux de responsabilité. Même les postes d'assistants, on a intégré aussi toutes les personnes dans ce travail. Voilà. Et très important aussi, peut-être dans les étapes clés aussi, c'est d'établir dès le départ aussi une feuille de route qui soit vraiment très claire. Une feuille de route alors, sur la partie système d'information qui nous concernait. C'était une feuille de route qui donnait vraiment un cadre, alors, qui ne soit pas limitative non plus, qui puisse laisser ouvert toutes les possibilités, mais qui en tout cas cadre bien pour ne pas partir aussi dans tous les sens. Voilà. Et du coup, quel est le résultat de cette démarche? Alors le résultat, on a quand même décidé de garder la paye externalisée. On aurait été un peu fou de l'internaliser peut-être, et
c'est toujours un pari, un défi. Et encore une fois, il faut vraiment avoir les compétences en interne et l'expertise. Et puis surtout, il faut se garder aussi quand même de la disponibilité pour faire l'essentiel, c'est-à-dire le pilotage stratégique, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, mais dans le sens noble du terme, le développement des compétences, la gestion des talents, être à l'écoute et pouvoir être réactif aussi, parce que dans le monde des ONG, on sait combien les choses changent sans arrêt, et être au service, arriver à être au service des opérations et des projets. Donc on s'est dit, internaliser la paye alors qu'on ne l'avait jamais fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Rester sur une externalisation. On a dévié aussi parce qu'on voulait aussi traiter de la partie administration des ressources humaines, toute la partie gestion des contrats, gestion des dossiers, puisque aujourd'hui on travaille sur uniquement des dossiers partagés sur un SharePoint, mais voilà, on a voulu aussi creuser cette partie-là, et on a décidé tous ensemble de prendre un système d'information pour être un peu plus professionnel à ce niveau-là. Voilà. Juste pour conclure peut-être sur les leçons, enfin moi les conseils que je pourrais donner peut-être sur 3 petits conseils. Le premier, c'est d'être bien accompagné. Enfin, si on se lance dans ce type de projet de travail, c'est d'être accompagné, pardon, pas d'être bien accompagné, mais d'être accompagné par un consultant, par quelqu'un d'externe qui vous aide à y voir quand même, à prendre du recul et à poser parfois les bonnes questions qu'on ne se pose pas, et à avoir un regard un peu candide sur notre manière de fonctionner. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une approche participative et collaborative avec toutes les équipes, et d'intégrer tout le monde, parce que Thomas en parlait, c'est vraiment le changement, la conduite du changement, c'est très complexe, et ça demande beaucoup de temps, et aussi de l'expertise pour ça. Et le troisième point, c'est de se laisser peut-être ouvert tous les champs du possible, comme je disais tout à l'heure, et de ne se fermer aucune possibilité, pour pouvoir être un petit peu parfois créatif et aller au-delà du cadre dans lequel on travaille habituellement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on voit bien là que l'externalisation, au lieu d'être une perte, elle est au contraire l'avantage d'être un levier de recentrage vers des activités RH à plus forte valeur ajoutée, alors qu'on peut externaliser des aspects plus techniques et opérationnels. Du coup, tu veux passer d'abord les questions ? D'accord. Je zappe ça. Pour continuer et conclure, je repasse la parole à Michel. Alors c'est super intéressant de voir l'ensemble de ces possibilités. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que leur pratique, leur mise à l'échelle, en fait, elle est encore trop rare, je trouve, dans le secteur. Et quelque part, c'est même inquiétant quand on voit qu'actuellement, certains plans de préservation de l'emploi se conduisent aussi sans véritable réflexion sous les temps longs, et la vision sur le long terme, en fait, de où ces transformations doivent se mener. Mais du genre, restons sous la thématique de la transformation, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vous poser à vous comme question. On a préparé avec Estelle un petit questionnaire qu'on vous invite à saisir via Slido. Il vous suffit d'aller avec vos smartphones, d'aller sur slido.com avec le hashtag HumaniTalent, ou éventuellement simplement prenez une photo de QR code. Non, qui est là.
Et la question que vous avez posée ici, elle est... alors, c'est vrai que certainement, vous n'avez pas eu un temps extensif pour étudier ces scénarios, mais je vous ai donné quelques images clés. Encore une fois, on est dans 4 futurs qui sont extrêmement particuliers. Point vraiment de continuité dans les 4 futurs, c'est que qui va sauver des vies d'ici 2040, ça va être des acteurs locaux. D'accord ? Dans les acteurs locaux, il y a aussi des acteurs privés. Il n'y a pas seulement des acteurs de la société civile, il y a aussi les autorités locales. Donc, c'est eux qui vont être les first responders. Et le rôle, en fait, de les structures occidentales classiques, en fait, va produire de la valeur seulement sur un scénario sur 4. Et pourra produire la valeur à condition d'embrasser le principe de subsidiarité. Ça veut dire vraiment intégrer dans leur modèle, dans leur structure, le fait que ce sont que des intermédiaires, des facilitateurs de l'aide. Et là, on vous pose la question, on a fait une liste de 8 transformations qu'on est en train d'explorer. C'est exactement les mêmes transformations qu'on explore avec nos workshops, avec les acteurs locaux, avec les acteurs intermédiaires. Et ce serait vraiment très intéressant d'avoir votre point de vue en tant que professionnel du secteur sur les transformations que vous pensez sont les plus importantes, les prioritaires. Vous avez un choix de 3. On va voir déjà... Donc, celle qui commence à apparaître, donc transformer notre capacité, notre résilience, ça c'est absolument avec une meilleure gestion des 3 ressources. Ça aussi, c'est un autre point, je pense, assez intéressant. Quand on pense mobilisation de ressources, la première chose qu'on pense, c'est l'argent. Mais en fait, les ressources humaines sont fondamentales, je dirais presque, sont le 3e pilier d'un système de mobilisation de ressources. Mais il y a un autre pilier sur lequel on ne réfléchit pas trop et qui permet à la fois des économies d'échelle et des économies aussi de ressources humaines et monétaires, c'est le partenariat. Le partnership brokering, la mutualisation, qui est le modèle en fait qu'on a aussi, dont on a parlé ce matin. Nous, au Yaran, par exemple, on mutualise la valeur de l'analyse contextuelle et du design stratégique. C'est vraiment notre modèle économique qui est basé là-dessus. Mais la mutualisation des ressources humaines, par exemple, avec l'exemple que nous a été montré avec un groupement d'employeurs, c'est quelque chose que serait intéressant d'explorer, particulièrement en France. Et je pense qu'il faut expérimenter et il faut innover. Alors là, on a donc transformé vos capacités, transformer les partenariats, partenariat fondamental, et transformer notre capacité, notre résilience. Donc la première, c'est transformer la manière dont nous mobilisons les ressources, tout à fait, et sortir en fait de nos habitudes. L'autre question, maintenant un peu plus effectivement spécifique, c'est avez-vous déjà envisagé de mutualiser certaines fonctions ou certains postes avec d'autres ONG ou structures partenaires? Alors les ONG dans l'écosystème francophone se parlent énormément, se coordonnent, il y a plein de forums, Coordination Sud, je pense qu'il y a une très belle entente, mais quand on touche aux ressources, je pense qu'il y a un changement de regard. On se regarde un peu avec un petit regard de compétition. Les ressources sont maigres, mais chacun tire la couverture à soi. C'est peut-être une attitude qu'il faut vraiment changer et plutôt se regarder et dire ok, mais comment on peut se mettre ensemble ? Comment on peut construire une collectivité ? Et je trouve assez extraordinaire parce que, en tout cas, dans l'écosystème français, il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne collaboration entre les structures. La question est pourquoi on n'arrive pas à créer des collectifs, pourquoi on n'arrive pas à mutualiser des fonctions sur lesquelles effectivement il y a de la compétitivité. Pourtant, on a tous la même mission, c'est celle de sauver les vies. Information non disponible. Mais posons-nous la question, et peut-être au sein de nos structures respectives, posons la question aux décideurs de nos structures, car je pense qu'elle devient vraiment une question vitale.
Et l'autre question est quelle fonction, éventuellement, si par contre le font, votre organisation externalise déjà. Alors là, la gestion de la paye, effectivement, on l'a vu, c'est quelque chose, je trouve que c'est très facile à faire parce qu'en fait, c'est chiant. Je pense que c'est ça le problème. C'est administratif, c'est froid, c'est bureaucratique. Mais pourquoi on ne pourrait pas, par exemple, mutualiser le recrutement? Externaliser le recrutement, oui. Oh, le mutualiser. Les deux, on peut faire tout avec le recrutement. L'EIT, mais c'est encore intéressant. Vous voyez, c'est les choses souvent qui sont les plus... sous lesquelles on sait qu'il y a un débordement de toute façon de structure, de bureaucratie. Ça, on est très content d'externaliser. Ça, c'est clair. Le recrutement, il y a encore quand même peut-être une idée... J'ai entendu ce mot tout à l'heure, le contrôle. Hein, on a peur de perdre le contrôle. Ouais, mais le problème, c'est qu'à fur d'être obsédé par le contrôle, le problème, c'est qu'on va perdre nos propres structures. Il faut lâcher prise. Et peut-être le challenge de le poser déjà avec les ressources humaines, ça peut être déjà quelque chose de... Il y a eu des expériences pour mutualiser la collecte. Je m'appelle, comment il s'appelle cette initiative française? D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles. Bon, voilà. Là, peut-être on a démarré un peu trop fort, sur un terrain de compétition peut-être trop fort, et sur lequel il n'y avait pas les bases, mais il faudrait réexpérimenter, effectivement, de mutualiser, externaliser ces 3 piliers fondamentaux. La logistique, ça se fait, mais ou l'eau, par contre, voilà, il n'y a pas non plus 30 000 structures qui sont prêtes à mutualiser les opérations, qui est une autre composante importante de la chaîne de valeur. Et pour le futur, alors ça, c'est ce que disait Estelle, il va y avoir des métiers qu'on ne connaît même pas. Là, ce matin, on a parlé de propriété intellectuelle. Moi, je ne suis pas un expert en propriété intellectuelle, mais je vais chercher la ressource ailleurs. Il y a des experts, il y a des cabinets qui gèrent la propriété intellectuelle tous les jours. Typiquement ça, pour éventuellement challenger votre modèle économique, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez gérer ou via un groupement d'employeurs ou effectivement en externalisant. Très bien. Eh bien, maintenant, il est temps de vos questions. On va prendre vos questions. Il y a des bénévoles qui sont dans la salle avec des micros et on vous invite à dire à qui vous adressez votre question pour que ce soit plus simple. Merci. C'est la pause postcondiale, je pense. Après le déjeuner. Vous voulez éventuellement partager vos expériences de mutualisation ou externalisation? Il y avait une question oui. au fond. Et je crois que j'en ai vu une par là. Bonjour. Alors désolé, j'ai pas les prénoms sur la slide, donc le monsieur à gauche qui parlait des groupements d'employeurs. Dans l'état actuel, contexte actuel, où par exemple il y a beaucoup de personnes qui ont été virées de leurs ONG, donc des praticiens et des praticiennes, qui pourraient être intéressés de se grouper en tant que groupement d'employeurs. Est-ce qu'il y a des besoins de compétences particulières? Est-ce que ces personnes-là pourraient s'organiser entre elles? Ou est-ce qu'il faut malgré tout des compétences administratives de RH pour mettre en place ce type de structure? Alors c'est vrai que moi je connais pas trop votre secteur d'activité, donc parce qu'on travaille avec que des entreprises classiques, mais après effectivement dans notre équipe pour développer le concept du temps partagé, il y a une approche RH bien sûr, puisqu'il faut travailler avec les entreprises sur leur organisation. Dire qu'elles ont peut-être, plutôt que chercher le mouton à 5 pattes, la personne très polyvalente, de convaincre l'entreprise dans son organisation qu'elle trouve les compétences dont elles ont besoin, avec l'expertise dont elles ont besoin, parce que on est dans un monde de plus en plus complexe. Et puis il y a l'approche RH, parce qu'il faut faire du recrutement aussi, donc trouver des compétences. Mais nous, ce qu'on cherche, non seulement c'est des compétences, mais on cherche aussi des personnalités,
des personnalités qui seront capables de travailler dans des organisations des tailles différentes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que voilà, quand je vous avais donné l'exemple d'une personne qui travaille 5 jours dans 5 entreprises, ça veut dire qu'elle va être en capacité de switcher d'une entreprise à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux RH. Puis on a nos propres salariés. Alors effectivement, puisqu'on parlait de mutualisation ou d'externalisation, vu l'entreprise, on répond à ces deux concepts, nous. Parce que pour l'entreprise, c'est de la mutualisation parce qu'elle le partage avec d'autres, mais c'est aussi de l'externalisation parce qu'elle, l'expertise qu'elle a, ça ne rentre pas dans sa masse salariale, ça rentre dans une facturation d'une mise à disposition. Donc en passant par nous, elle externalise, comme elle peut externaliser les RH, dans sa dimension stratégique, opérationnelle, comme on l'entend, comme elle pourrait aussi externaliser en prenant chez nous une technicienne paye qui va faire que les payes, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont quand même la ressource en interne qui va maîtriser l'environnement de l'entreprise tout en ayant cet avantage de dire c'est pas ma ressource, voilà, je peux aussi l'arrêter quand je veux, quoi, en fonction de mon activité, quoi. Juste pour compléter, merci Jean-Marc, juste pour compléter, des individus ne peuvent pas créer un groupement d'employeurs. Ce sont des entreprises ou des ONG, enfin des employeurs qui peuvent créer un groupement d'employeurs. Oui, et dans la constitution aussi d'un groupement d'employeurs, c'est effectivement les entreprises à la base qui vont aussi déterminer la convention collective qui va s'appliquer. Voilà, donc si c'est une majorité, si c'est que des ONG, je ne sais pas si vous avez une convention collective, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, si c'est après des entreprises qui peuvent être aussi bien du secteur privé, du secteur mixte, il faudra déterminer quelle convention collective on applique. Parce que nos salariés bénéficient de la convention collective qu'on aura déterminée au départ. Même si demain elles sont mises à disposition dans des entreprises qui ne dépendent pas du tout de la même convention collective, quoi. Moi, j'ai une question pour vous, en fait, c'est très technique, si je peux. Bien sûr. En fait, techniquement, j'imagine, un groupement économique nécessite des capitaux initiaux. Comment ça se structure administrativement, en fait? Est-ce qu'il a besoin Est-ce que ça peut être simplement une structure co-gérée où on a un directeur, par exemple, du groupement Alors à notre niveau, la structure a été créée en 2012, donc on avait quand même lancé une étude préalable avec un consultant, mais on avait bénéficié d'une aide de la région sur le lancement, sur l'étude de faisabilité et la mise en œuvre, mais après il n'y a pas du tout de capitaux en fait, hein. C'est l'embauche d'une personne et puis c'est de trouver rapidement un budget pour faire en sorte qu'effectivement la structure tourne, quoi. Dans le GE actuellement, parce qu'effectivement comme vous, quand j'ai créé la structure il y a 30 ans, j'avais une structure associative, donc je dépendais exclusivement de subventions. Et mon équipe, petit à petit, je l'ai agrandie, mais ça dépendait toujours de subventions. Et c'est pour ça, quand j'ai fait le choix en 2012, c'est créer ces deux groupements, c'était sortir de la subvention et rentrer sur le modèle marchand, tout en étant dans une structure associative à but non lucratif, mais on facture la mise à disposition de personnel, donc faire en sorte qu'effectivement, ce qu'on facture aux entreprises, ça permet de couvrir les charges des permanents qui développent sa structure, quoi. Donc il n'y a pas besoin de capitaux, il faut trouver le bon budget au départ et faire en sorte que ça se développe pour arriver à l'équilibre comme une association classique, quoi. Bon, on va lancer le groupement employeur Soliway. Humanitaire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, et il y a une question par là. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Jean-Christophe Oudraogo, responsable RH pour la chaîne de l'espoir. J'ai une question pour Thomas concernant la décentralisation tant décriée. J'aimerais savoir concrètement quel impact ça a eu sur les équipes RH du siège. Est-ce que ça a entraîné une baisse de l'effectif?
Et deuxième question, comment gérer le vivier d'expatriés qui est en général géré depuis le siège, si toutes les missions recrutent leurs expats? Merci. Ok, alors sur la première partie de la question, c'est pas facile pour moi de répondre parce qu'il y a effectivement une baisse assez importante du service recrutement et parcours, mais cette baisse, elle est due à la crise USAID qui a eu lieu en 2025. Je ne pense pas qu'on aurait sûrement pas baissé l'effectif en 2025 s'il n'y avait pas eu cette crise, et on aurait quand même mis en place la subsidiarité. Donc l'impact à court terme, il aurait dû être nul. En fait, on baisse vraiment diminution de moitié de l'effectif. En fait, donc c'est une baisse très importante, mais c'est dû à la crise financière, pas vraiment à la subsidiarité. Par contre, sur le moyen long terme, effectivement, ce qui était prévu, c'est une diminution de l'équipe. Ça, c'est on va dire, la voie naturelle et le chemin naturel que ça devait prendre. Et sur la question du vivier, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé au moment de la présentation, mais effectivement c'est un très bon point parce que le CRP il est quand même en accompagnement tout au long du processus de subsidiarité qui est mené donc par le terrain, et notamment sur la partie vivier. C'est le chargé de recrutement et parcours qui va tout de suite, dès que le recrutement est lancé, il a l'info, il va tout de suite proposer des profils, des CV qu'il connaît, parce qu'il maîtrise son vivier. Il sait qui est disponible, qui a les compétences pour tel poste, qui est très intéressé pour aller sur tel contexte. Donc tout de suite, il va proposer des noms. Il va s'assurer d'abord avec l'expatrié que ça colle en termes de date et en termes de compétences. Et on va envoyer les CV en disant telle personne est disponible pour aller plus vite. Voilà, tu peux choisir ce CV-là, ça permet de gagner du temps. Et en même temps, la mission peut décider de continuer à regarder d'autres CV, à considérer des profils externes. C'est eux qui décident. Mais le CRP, lui, il leur permet peut-être de gagner un peu de temps et avec des recrutements sans trop de risques. Donc, pour répondre à la question, le vivier est toujours géré au niveau du siège pour l'instant des CRP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a parlé d'un potentiel projet GE. À main levée comme ça, est-ce que ça vous paraîtrait une bonne idée, pas une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Quelles sont vos réactions? Ouais. Bon, la chaîne de l'espoir est... Et pour? Bonne idée, levez la main. Ouais. Ok. Bon, je vous invite à ce qu'on reste en contact pour continuer à en parler et voir ce qui serait faisable. Et après, je pense que si ça marche pour les ressources humaines, ça peut marcher aussi pour d'autres choses. Je pense que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée qui est commencée directement pour, par exemple, le partage du fundraising, qui est beaucoup plus contentieux. Super. Plus de questions? Oui. Ah si. Merci pour la présentation. J'ai une question au niveau de la mutualisation, je pense. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un avantage pour les ONG, mais en même temps un inconvénient pour ceux qui demandent? Donc il y aura plus de demandes, mais moins d'offres, parce que vous avez dit une personne pourra peut-être travailler dans 5 différentes organisations, donc une personne fait le travail de 5 personnes. Est-ce que c'est pas à double tranchant, par exemple? Okay. Merci. En fait, c'est du point de vue du demandeur d'emploi. Est-ce que c'est pas en fait défavorable? Non, enfin honnêtement, parce que la personne que l'on met à disposition, cette fonction-là, elle est
soit elle est faite par quelqu'un, mais elle n'est pas forcément pas forcément bien faite, ou elle n'est pas faite par quelqu'un. Soit l'entreprise le fait déjà, mais sous forme de prestation, enfin avec un prestataire, hein. Donc du coup paye une structure extérieure. Donc pour moi c'est pas. Alors quand je vous ai donné l'exemple 5 jours 5 entreprises, c'est l'exemple la plus large, hein, mais déjà ça s'est construit petit à petit, hein, mais voilà, généralement c'est un travail quelqu'un à temps plein, c'est dans 2 voire 3 entreprises, hein, donc non, c'est au contraire, nous on travaille avec des entreprises qui sont quand même des TPE, PME, hein, jusqu'à moins de 250 salariés, qui en grandissant se rendent compte qu'elles ont besoin de cette fonction support comme une grosse entreprise, mais elles en ont besoin, je dirais, que sur un temps bien déterminé. Donc c'est-à-dire des entreprises qui atteignent une certaine maturité pour dire on a besoin de cette fonction-là. Voilà, on a besoin de ces fonctions-là, mais juste une journée par semaine, quoi. Parce qu'actuellement, elle n'est pas faite, notamment on parle des RH. On va se rendre compte que les RH, dans certaines entreprises, TPE, c'est de l'administration du personnel, quoi. Ça va être juste de la gestion des contrats, de la gestion de... Voilà, il n'y a pas un enjeu très stratégique. Et quand l'entreprise commence à dire « moi, j'ai que 20 ou 30 salariés, je vais avoir une fonction RH », parce que j'ai des enjeux de recrutement, de formation, de montée en compétences, de fidélisation, parce que c'est ce qui va faire que mon entreprise va être pérenne et va se développer, ben voilà, prenons quelqu'un en interne, quoi. Donc voilà, je pense au contraire, ça crée effectivement de l'emploi, et puis ça répond aussi à des demandes d'individus de pouvoir aussi, et de dire, ben, plutôt que me mettre à mon compte, créer ma propre activité en étant auto-entrepreneur, faire du portage salarial, voilà, de dire, ben, je peux travailler dans des environnements différents en étant toujours sur un statut salarié, quoi. Et en étant très opérationnel. C'est ce qu'attend l'entreprise, généralement, en plus, hein. Le dirigeant, s'il n'a pas l'expertise technique ou l'expertise informatique, lui va se référer à la personne qui va embaucher, quoi. Donc la personne doit être très, très opérationnelle et mettre en mouvement à l'interne. C'est ce que souvent on reproche à des entreprises quand elles font appel à des consultants. Quand le consultant il part, ben, généralement tout retombe, quoi. Parce qu'il n'y a personne en interne qui est là pour maintenir le flambeau et faire vivre ce qui a été mis en place, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre attention. Pour celles et ceux qui veulent continuer à parler RH, on va avoir un atelier RPS dans une autre salle, mais je ne sais plus laquelle, dans quelques minutes. Donc juste le temps d'une pause pour se remettre dans les RH. Merci beaucoup.